Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bienvenue dans ce forum de la presse. Au menu de ce forum, l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta ce mardi 4 septembre, le sommet sino-africain qui a pris fin cette semaine en Chine et les préparatifs de la rentrée scolaire prévue le 3 octobre prochain. Nos invités sont Célia Dalmeida, Togola Awa Semega, Amadou Diallo, journaliste à l'Indépendant, Badou Escobar de Carrefour. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Bienvenue à vous, chers confrères. Le grand dialogue. C'est parti depuis mardi dernier pour le nouveau quinquennat du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il place son mandat en faveur de la jeunesse malienne. Votre avis sur cette investiture du président Eli Ibeka, Célia Dalmeida. Bonjour Aliou Sidibé, bonjour à tous les auditeurs du studio Tamani. Mon avis, c'est que ça a été une cérémonie empreinte de beaucoup de solennité. Avec, on a dû le percevoir à certains moments, beaucoup d'émotions également. Et je pense que dans le contexte qui est celui du Mali aujourd'hui, c'est une investiture qui a voulu montrer une image de rassemblement, une image de tous les Maliens ensemble, nonobstant le fait que dans l'après-midi, il y a eu une manifestation de l'opposition qui continue dans la lancée de la contestation des résultats de cette présidentielle. En tout cas, l'image que moi j'en ai gardée, c'est l'image d'une cérémonie extrêmement sobre, contrairement à ce que nous avons vu en 2013. C'était une cérémonie très sobre. Cela veut peut-être dire aussi que les autorités ont la mesure de la situation dans laquelle le pays est. Et maintenant, les chantiers ont été annoncés, dont celui de la mise en avant de la jeunesse pour ce nouveau quinquennat. Et c'est quelque chose sur lequel les médias vont être extrêmement vigilants, parce qu'au cours de ces 5 dernières années, les médias ont grandi dans leur rôle de veille, dans leur rôle de surveillance de l'action publique. Et donc, je pense que les médias, la société civile en général, vont être extrêmement regardants sur ce qui va se passer au cours de ce nouveau quinquennat, un quinquennat qui démarre justement sous des auspices un peu compliqués. Amadou Diallo. Merci, M. Sidibé, de nous offrir l'occasion de s'exprimer sur cette question. À sa suite, je salue les auditeurs de Studio Tamani et préciser que je ne sais pas journaliste l'indépendant, c'est journaliste. Je préfère garder le qualificatif analyste, ça me va. Voilà. Maintenant, pour la cérémonie, moi ce que j'ai remarqué, vous savez, en 2013 j'étais à la cérémonie. Cette fois-ci, je n'étais pas, mais j'ai bien suivi à la télé. En 2013, j'ai senti un président très ému, et au point que il a même fait certaines fausses notes parce qu'il était tellement envahi par l'émotion, la joie et l'espérance en 2013. Mais cette fois-ci, j'ai vu un président très concentré sur le sujet, qui m'est apparu très sérieux dans ce qu'il fait. Ça m'a donné 2 idées. La première, c'est une partie de la joie de rempiler. Contrairement à tout ce que beaucoup de gens pensaient, il a rempilé. Deuxième idée, c'est un président soucieux. Parce que, certes, il a remporté un défi, mais le gros défi qui est la gestion au quotidien de l'État. Et l'État qu'il dirige depuis 5 ans, il sait les nouvelles responsabilités qui l'attendent encore. Donc, il m'a paru un homme soucieux des préoccupations des Maliens, un homme soucieux des charges de la présidence qu'il assume. C'est vrai qu'il a déjà fait 5 ans,
Mais c'est un nouveau challenge qui commence. Parce que, très généralement, en Afrique, les deuxièmes mandats sont trop compliqués. Et je crois que c'est ce souci-là déjà qui commence à se faire sentir sur son regard. En tout cas, j'ai vu un président, le regard que j'ai lu sur son visage, c'est un président vraiment soucieux des défis qui l'attendent. Et les défis sont vraiment nombreux. Merci. Alors, Badou, est-ce qu'on va à votre avis? Mon point de vue par rapport à cette investiture, c'est que cette investiture a prouvé que le Mali n'est pas un État qui existe apparemment. Le Mali est un État qui existe bel et bien. La preuve, toutes les institutions de la République étaient présentes, le corps diplomatique était là, plusieurs autres personnalités ont fait les déplacements. Et le président, dans son discours, a parlé de 3 axes prioritaires. D'abord, l'application intégrale de l'accord d'Alger, la promotion de la jeunesse par rapport à l'emploi, ensuite la remise en état effectif des forces armées et de sécurité. Il y a un autre aspect qui a beaucoup attiré mon attention, ça c'est le discours du procureur général près de la Cour suprême Wafi Ouagadei, quand il dit que le Mali a tendance à être une cité interdite. Donc lui aussi, il a décortiqué la situation actuelle que le Mali vit. Il parle de cité interdite, il a parlé de lutte contre le terrorisme, il a parlé de séquestration, d'enlèvement. Donc cela prouve que le président de la République sait ce qu'il attend. Donc le défi est énorme. Mais je vais rappeler quand même un fait. En janvier 1994, quand Ibeka devenait Premier ministre, il a été confronté au même problème, puisqu'à l'époque, 60% du territoire était presque sous l'influence des groupes armés. Et pour pouvoir se déplacer à l'époque, il fallait le faire sous forte escorte militaire. Donc ce n'est pas un homme étranger à la situation que le Mali est en train de vivre actuellement. Je crois qu'il est en mesure de relever ce défi, mais à condition que l'on l'accompagne. Et un autre aspect que j'aimerais ajouter aussi, c'est qu'il doit impérativement tendre la main à l'opposition. Parce qu'il faut qu'il tende la main à l'opposition dans un souci de réconciliation nationale pour remettre le Mali sur pied. Tout compte fait, quand même, je félicite le gouvernement de la République du Mali parce que ce gouvernement a pu quand même organiser le scrutin parce que il y a un peu avant le scrutin, les terroristes Yad Agali et Amadou Kouf avaient promis la dislocation du Mali, ce qui n'a pas été fait. Donc le défi a été relevé et je pense que le président de la République a toutes les cartes en main pour que pendant ces 5 prochaines années, le Mali puisse retrouver définitivement le chemin de la paix, de la stabilité, de la tranquillité. Et vous avez tantôt parlé des premières déclarations quand même du président de la République, mais au regard de ces premières déclarations, à quoi peut-on s'attendre pendant ce second quinquennat de Ibeka? Pendant ce second quinquennat, ce qui est sûr et certain, il va s'atteler à appliquer intégralement l'accord d'Alger. Il va aussi mettre un accent particulier sur la lutte contre la corruption. Il a beaucoup insisté sur le mot lutte contre la corruption. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, il risque de manier et le bâton et la carotte pour pouvoir punir les indélicats, ceux qui vont s'amuser à détourner les deniers publics. Alors, s'il y a une réaction à propos de ces premières déclarations du président Ibeka? Oui, Ibeka est dans la continuité de ce qu'il avait promis en 2013. Il avait été question de lutte contre la corruption en 2013. Il a été question de l'emploi des jeunes en 2013. Il a été question de la mise en œuvre de l'accord d'Alger en 2013. Enfin, de la réconciliation nationale, que l'accord d'Alger en est la conséquence. L'accord de Bamako, négocié à Alger, signé à Bamako, en est la conséquence. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, en général, les deuxièmes mandats sont en général ceux de l'action. En général, c'est ce qu'on constate dans les grandes démocraties. Le premier mandat, le président joue de l'équilibre politique pour arriver à asseoir son autorité et rempiler. À la fin de ce premier mandat, nous avons vu les choses s'accélérer en l'espace d'une année. Il y a eu un renforcement de la présence de l'État. Il y a eu un certain nombre d'infrastructures qui ont été lancées ou inaugurées. Il y a eu des chantiers qui ont été annoncés. Et la promesse a été faite qu'au cours des 5 prochaines années, tout cela va se concrétiser, se renforcer, se réinstaurer. Et donc, le discours du président de la République va dans ce sens-là. Maintenant, encore une fois, le contexte malien n'est pas un contexte facile. Il y a un terreau de dislocation des valeurs qui rend compliquée la mise en œuvre d'un certain nombre de choses. Et donc, il va y avoir un travail à faire.
un travail d'explication, ce qui a beaucoup manqué dans le premier quinquennat, un travail de communication, un travail afin d'avoir l'adhésion des populations pour accompagner ce qui va être mis en œuvre. Le président a promis l'accord, la mise en œuvre intégrale de l'accord. La mise en œuvre intégrale de l'accord passe par un référendum constitutionnel. Cette question va donc revenir. Et le gros challenge va être d'expliquer, d'avoir l'adhésion cette fois-ci de la population pour arriver à cette révision sans laquelle l'accord ne peut pas être mis en œuvre entièrement. Donc voilà, il va y avoir des situations forcément où ça va être tendu, où le challenge pour IBK 2 va être de réussir à fédérer toutes les forces autour de l'action qui va être mise en œuvre afin d'avoir des résultats durables. On a beaucoup été dans la réaction. On a beaucoup été dans la réaction au cours du premier mandat. Il faut que nous soyons maintenant dans la prospective, dans la construction du Mali de demain, dont on a beaucoup parlé au cours de cette campagne présidentielle, et que le challenge comme Escobar l'a dit tout à l'heure, réunir tout le monde, vraiment réunir tout le monde, ce qui n'est pas malheureusement le cas en ce 7 septembre où nous parlons, réunir tout le monde autour de la cause Mali et arriver à avancer. Ça, c'est le gros challenge de ce deuxième mandat. Ok, merci beaucoup. Amadou Diallo, d'après Célia, la priorité à la jeunesse et même la lutte contre la corruption, c'est du déjà entendu. Est-ce que selon vous, ce serait du déjà vu auquel on va assister pendant ce second mandat? Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, ça dit que le premier mandat, c'est le jeu à l'équilibrisme pour maintenir quand même la calebasse sur l'eau. Il y a beaucoup d'efforts à faire et je crois que c'est ce qui a été fait pendant les 5 années. Les 5 prochaines années, ça ne serait pas de l'équilibrisme seulement. Non seulement il va jouer à équilibrer les forces, mais aussi il va jouer à faire travailler ses forces pour la postérité. Maintenant, ça va demander des fois des réflexions intellectuelles et des fois des réflexions stratégiques pour la mise en œuvre de tout cet ensemble, la mise en en orchestre de tout cet ensemble-là. Parce que aujourd'hui, moi j'ai moins peur, disons, de l'opposition dans la rue que la gestion de la victoire. Vous savez, la gestion de la victoire est très compliquée. Parce que ceux qui sont avec lui se disent qu'il est là pour 5 ans seulement. Cette fois-ci, c'est pour 5 ans seulement, pas plus. Alors, 1 an, 2 ans, au bout de 3 ans, s'il ne voit pas les choses venir, la déception vient aidant, certains vont se détourner de lui. Et finalement, il risque de se retrouver seul, comme ce qui est arrivé à Alpha vers la fin de son mandat, ce qui est arrivé également à Tété à la fin de son mandat. Bon, mais étant un homme d'expérience, ayant vécu aux côtés de Alpha, ayant vécu aux côtés de ATT, alors je crois qu'il saura à quoi s'en tenir. Maintenant, deuxième aspect, c'est-à-dire que le programme politique qu'il a annoncé, c'est un programme politique qui s'annonce dans la continuité. Évidemment, il y a beaucoup de chantiers qui ont commencé sous le premier mandat, qui vont être achevés pendant le second mandat et d'autres vont être lancés pour être achevés par son successeur. Dans tous les cas, c'est un gros challenge et qui n'est pas forcément au-dessus de sa capacité, mais encore faudrait-il que ses amis, d'abord, qui sont autour de lui, s'entendent sur la gestion de la victoire, parce que c'est très compliqué. C'est un challenge qui est très, 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 très compliqué à gérer. Mais IBK quand même est investi, mais pour l'opposition, ce second mandat est nul et dépourvu de toute légalité. Jusqu'où cette contestation, selon vous, peut nous conduire? Bon, les négociations sont en cours. Je ne pense pas que ça sera encore loin. Les résultats nuls et non avenus, je ne pense pas que ça va continuer. Déjà, ce que j'ai vu le mardi, c'est le début de quelque chose, certainement. Les négociations, comme le président l'a dit, depuis le jour, depuis son premier discours après victoire,
il a tendu sa main. Et à l'investiture, il est revenu, il dit, je suis le président de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. Je tends la main à tout le monde, à tous ceux qui veulent construire le Mali sans exclusive. Ça veut dire que la main tendue, si c'était tendu à 5 cm, c'est à 10 cm maintenant. Et les négociations telles que j'ai, les informations qui me parviennent sont en cours et il y a de fortes chances que le prochain gouvernement soit ouvert, en tout cas, à l'opposition. Ce que j'ai cru entendre. Ça peut s'avérer vrai. On va en revenir au gouvernement. Voilà. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Retour donc sur ce plateau avec nos invités, Célia Dalmeda, Togola Awa Semega qui vient juste de nous rejoindre, de Kunafoni.com, Amadou Diallo, journaliste analyste, et Badou Escobar du journal Le Carrefour. Alors Badou, quelle issue pour Soumaïla Cissé et ses partisans? Je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Soumaïla Cissé et l'opposition n'ont d'autre choix, n'est-ce pas, que de composer avec l'actuel régime pour le plus grand bonheur de l'ensemble du peuple malien. Ce qui est sûr et certain, il finira par lâcher de l'Est. Et à ma connaissance, des négociations secrètes sont en cours pour le convaincre vraiment de mettre bas les armes pour voir la situation actuelle du Mali. Et à ma connaissance, plusieurs chefs d'État de la sous-région ont pris attache avec lui vraiment pour qu'il revienne sur sa décision de ne pas reconnaître les institutions de la République et le pouvoir actuel. Vous savez que, je l'ai dit tantôt, la situation du Mali sur le plan sécuritaire est encore fragile. Le Mali a besoin de tous ses fils pour pouvoir traverser cette impasse difficile. Donc, Soumaïla Cissé, à ma connaissance, va mettre de l'eau dans son vin et va entendre raison. Du côté de la présidence, ce qui est sûr et certain, le président de la République aussi doit vraiment continuer à manier surtout le bâton. Parce que l'opposition va suivre ses actions comme de l'huile sur le feu. Durant son premier quinquennat, on a vu ce qui s'est passé. Il a été vilipendé, il a été insulté ici. Nous sommes dans un État démocratique. Il y a la liberté d'expression qui est une réalité. Mais il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Qu'il fasse énormément attention pour que des détraqués ne puissent pas vraiment porter atteinte à son pouvoir. Il faut qu'il gouverne en brave. Il faut pas qu'il joue, n'est-ce pas, au sentimentalisme. Quand on dirige un pays comme le Mali, on ne joue pas au sentimentalisme. Tout en respectant les règles de la démocratie, le pouvoir doit sévir, force doit rester à la loi. Okay. Alors, Célia, à votre avis, cette opposition ne gagnerait-elle pas en se focalisant sur les législatives prévues pour courant octobre et novembre prochain? Je crois qu'elle est en train d'y travailler. L'un n'exclut pas l'autre. Je pense qu'elle est en train d'y travailler. Et justement, je pense que la logique dans laquelle elle est participe à ce travail pour les législatives. De rester dans la logique de la contestation, dans la droite ligne de ce qu'elle s'est assignée en fait depuis le mois de mai. Qu'on entend parler de ça. Depuis le mois de mai, l'opposition malienne disait « Attention, cette élection ne va pas être juste, on va nous voler notre victoire. » On n'était même pas encore parti voter. Et je pense qu'elle est dans la droite ligne de ça et le discours reste constant, ce qui fait que ceux qui l'ont suivi pour ce discours, eh bien, resteront derrière elle pour les législatives. Et je pense que l'opposition joue un peu la montre aussi pour ça. L'opposition joue un peu la montre pour ça. Maintenant, les législatives, avec les élections, ce sont des élections locales, contrairement à la présidentielle qui est une élection à l'échelon national. Et le fait que la situation soit aussi tendue aujourd'hui ne joue en faveur d'aucun camp. C'est ça en fait. La tension d'aujourd'hui ne joue en faveur d'aucun camp. Donc il est vraiment important, et comme Escobar l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je dis le S à chaque fois, comme Kouba l'a dit tout à l'heure. C'est pas, ça fait Escobar, ça fait bien. Comme le confrère l'a dit tout à l'heure, il est vraiment important que, bien, on dit que force reste à la loi, mais il est aussi important d'entendre la voix de ceux qui sont mécontents.
il est important d'entendre la voix de ceux qui sont mécontents parce qu'ils sont une partie non négligeable du peuple malien. Et quand on veut diriger le peuple malien, on doit entendre tous les Maliens. La main tendue, comme l'a dit tout à l'heure le grand frère, elle est peut-être à 10 cm aujourd'hui. Peut-être faut-il tendre tout le bras. Peut-être que c'est le coude ou l'omoplate que l'opposition va saisir. Mais je pense que de toutes les façons, aujourd'hui, la force est du côté du président qui a été élu. La légitimité, si petite soit-elle, est de son côté. Et donc, notre point commun, notre lien, notre ciment, qui est ce Mali, qui est ce Maliba, il est important que chacun le mette au-dessus de tout intérêt partisan. Quoi qu'on dise, chacun des camps se bat pour le Mali, soyons clairs. C'est le discours. Okay. Chacun se bat pour le Mali. Maintenant, avec quelles armes, pour quelle finalité, il est important que ce Mali, qui est notre bien commun, reste ce que nous cherchons à sauvegarder. Et pour ça, il va falloir que chacun fasse des concessions, de part et d'autre, pour qu'on arrive à sauvegarder ce Mali et qu'on avance, pour que les législatives asseyent un vrai paysage qui permette de travailler. Parce qu'il ne faut pas qu'on aille dans une assemblée qui va être un anti-pouvoir et qui va bloquer l'action de l'État. C'est un schéma qui est très dangereux parce que le Mali a besoin d'action aujourd'hui pour avancer. Et si on est dans un gouvernement qui est bloqué par l'Assemblée où peut-être l'opposition aura la majorité, on risque d'être dans une situation encore plus difficile. Donc il est vraiment important qu'on arrive à trouver un terrain d'entente pour qu'on ait une élection législative apaisée, parce que sinon on va aller dans une élection législative avec des contestations encore, et puis qu'on puisse travailler sur l'essentiel qui est le Mali. Okay. Merci. Awa Semega, de toutes les façons, Ibeka élu, investi, et pour l'opposition, ce second mandat est nul et dépourvu de toute légalité. Selon vous, jusqu'où cette contestation peut nous conduire? Bon, je pense que cette contestation, comme les confrères l'ont dit tout à l'heure, c'est clair, ça ne joue en faveur de personne, d'aucun Malien. D'autant plus que le président élu, il a été reconnu par les institutions de la République. Et je pense qu'il est vraiment temps pour l'opposition de se ressaisir et de préparer les législatives, comme les autres le disaient tout à l'heure, de préparer et puis avoir une Assemblée nationale vraiment où il y a toutes les parties qui sont présentes. Et ce serait, ils vont y gagner d'ailleurs en participant à ces législatives-là. Et ils pourront justement peser sur, même quand tu es président ou que tu sois de l'Assemblée nationale, quand tu as des députés et tout, ce sont des lois qui sont votées là-bas. Donc s'ils veulent l'avancée du pays, il faut vraiment qu'ils travaillent sur ça. Alors, le Premier ministre Soumaïlou Boubaï Maïga a été reconduit par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il est chargé de former une nouvelle équipe gouvernementale. Donc nous allons suivre la réaction quand même de cette analyse-là à propos du nouveau gouvernement. Les défis politiques du président sont que, au sortir de cette élection, le pays est complètement divisé, émietté. Et en plus, il n'a plus la légitimité d'avant. Donc, il est obligé de tenir compte de ces deux paramètres. L'émiettement du pays et le fait aussi que lui-même, en tant que chef de l'institution malienne, sa légitimité est beaucoup entamée. Il doit tenir compte de ça pour faire en sorte qu'il mette en place un gouvernement qui réponde aux défis et aux préoccupations des citoyens. Ceci est fondamental. La composition du nouveau gouvernement sera un indicateur, un test important pour cela. Est-ce qu'il va tirer toutes les leçons du passé ou est-ce qu'il va se contenter de faire le service minimum? On verra. Mais je pense qu'il ne peut plus se tromper de nouveau et de remplir son gouvernement des gens proches de sa famille ou même proches simplement de la classe politique. Il va falloir chercher plus large des éléments neufs, crédibles, qui puissent lui permettre d'affronter les défis qui sont les siens et les défis du Mali à l'heure actuelle. Alors, Awa Semega, votre avis sur cette analyse du professeur Issa Ndiaye? Oui, je suis complètement d'accord avec mon professeur parce que déjà, on ne peut pas prendre juste former un gouvernement. C'est clair, c'est vrai, il y aura des affinités, il y aura des gens qui seront proches. Mais il faut également penser à des gens, des technocrates, des gens qui pourront faire le travail. Parce que les 5 dernières années sont passées, il y a eu des manquements, énormément de manquements. Donc je pense qu'il est vraiment temps pour le nouveau président et pour le nouveau gouvernement qui sera constitué d'asseoir des bases solides et claires pour pouvoir faire avancer le pays. Ce gouvernement, ce serait juste en début de mandat ou bien certains pensent quand même qu'on ira jusqu'aux élections avant d'aller à ces gouvernements de combat?
Bon, je pense qu'on ira jusqu'aux élections. Très bien. Alors, Célia, la promesse du candidat Ibeka à la jeunesse, et il y a le quota des 30% également réclamé par les femmes. Est-ce qu'ils ont une chance de se réaliser dès ce début de mandat? Avec le gouvernement? Oui. Bah, on l'espère. On l'espère que ça va être un signal très fort, surtout sur la question des femmes. Je n'évoquerai aucune figure politique féminine, mais je pense qu'il y a aujourd'hui de nombreuses capacités qui se sont démontrées, quel que soit le camp d'ailleurs dans lequel elles sont, et qui prouvent que la femme malienne a grandi politiquement, que la femme malienne a mûri politiquement, que les femmes maliennes ont vraiment la capacité d'apporter leur pierre à la construction et qu'au-delà des rôles représentatifs, excusez-moi, mais le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, ça suffit. On peut même le donner à un homme si on veut. Mais mettre les femmes à des postes où elles ont la capacité de le faire. Et aujourd'hui, on a montré, nous avons des femmes dans tous les secteurs d'activité. On a eu des femmes ministres de l'économie et des finances qui ont très bien fait leur travail ici et on peut continuer dans ce domaine-là. Les rôles représentatifs dans le gouvernement, on espère que ça ne va plus être le cas. En ce qui concerne la jeunesse, ben, le ton avait été un peu donné avec le gouvernement le dernier parce que on a eu beaucoup de figures jeunes dans ce gouvernement. Ont-ils rempli les missions qui leur étaient confiées? Ce n'est pas à moi d'en juger, ça a été le président qui les a nommés, qui peut savoir s'il peut les reconduire ou pas. Mais de ce côté-là aussi, dans la jeunesse malienne, nous avons énormément de ressources. Il suffit d'aller dans les rencontres internationales aujourd'hui, où avant le Mali était absent. Aujourd'hui, il y a des figures maliennes qui s'illustrent et qui sont invitées dans toutes les conférences internationales. Il y a des Maliens qui participent au forum de Davos aujourd'hui, ce n'est pas rien, qui sont conférenciers, qui sont panélistes. Donc, pour vous dire que la ressource humaine grandit en qualité et il suffira de chercher à vouloir mettre les bonnes personnes là où il faut, et je crois qu'on peut y arriver. Tout est une question de volonté politique, je pense. Les ressources existent, autant humaines que financières, que naturelles. Tout existe. Le reste, c'est une question de volonté politique. Okay. Merci beaucoup. Je signale que jusqu'au moment où nous produisons cette émission, nous sommes toujours dans l'attente du nouveau gouvernement. Alors, Amadou Diallo, comment vous voyez quand même ce gouvernement qui s'annonce? Pour commencer, je ne suis pas d'accord avec le professeur. Je ne suis pas d'accord avec lui parce que l'exemple français est éloquent. Nicolas Hulot a abandonné le navire quand la France avait besoin de lui. Les technocrates, ce n'est pas évident. Moi, je préfère les gens engagés. Ceux qui sont engagés, c'est ceux qui vont au four et au moulin, et au contact politique. C'est ça, les combattants. Il n'était pas engagé? Il est société civile. Politiquement, il a échoué. Pas un politique. Voilà, il a échoué devant le politique. D'accord. Alors là, à la politique, il faut la politique. Face à des questions politiques, il faut des hommes politiques engagés. Et moi, je crois que sur ce plan, ceux qui ont pris le risque de s'engager avec le président, il ne peut pas les mettre sur le carreau et prendre des gens parce qu'ils sont société civile. Ce n'est encore quelle société civile. Donc je préfère que le président mette en place un gouvernement qui peut travailler avec lui de façon très, très, très engagée et volontaire. Maintenant, pour le gouvernement à venir, ça va être un gouvernement de mission, à mon avis. Parce que le gouvernement de travail ne peut venir qu'après la mise en place de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que la reconfiguration du paysage politique après les législatives permet de dégager un gouvernement de travail avec qui il peut travailler. Et c'est sur cette base-là qu'il pèse. Mais pour le moment, ça va être un gouvernement de mission. Maintenant, dans ce gouvernement de mission, alors comme je l'avais dit en introduction, j'ai eu croire, entendre de façon distillée qu'il y a des négociations en cours pour que un ministre ou bien deux ministres de l'opposition entrent pour que la situation, la tension baisse et négocier même les dates des législatives pour que de façon concertée, de façon agencée, on puisse aller à des élections paisibles
pour que tout le monde soit vraiment gagnant dans cette élection. Et je pense que si tel est le cas, si cette information s'avère vraie, je pense que c'est ça la solution. Très bien. À mon avis, il faut baisser la tension, il faut mettre la balle à terre, mettre tous les acteurs au même niveau vraiment de confiance et que la machine redémarre. Sinon, avec la tension actuelle, ce n'est pas bon. Okay. Rapidement, Célia a une réaction. J'ai une question pour le grand frère. Je voulais lui demander, est-ce que c'est peut-être pas mieux aujourd'hui, vous écartez la société civile, mais est-ce que justement dans ce contexte de tension, vu que le paysage politique n'est pas encore complètement redessiné avec les législatives, est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre des gens qui n'ont pas de coloration affichée politiquement pour calmer la tension? C'est une solution, mais tel que mon professeur l'a dit, c'est comme si la solution ne peut venir que par là. Ce n'est pas évident. Hein? Vous savez, moi j'ai fait le cabinet. Le travail gouvernemental, le travail gouvernemental est très compliqué. Si tu n'as, c'est-à-dire que le ministre qui vient, il n'a pas de dose politique dans sa démarche. Il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Il ne va jamais gagner. Voilà. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Nous retournons sur ce plateau avec nos invités, Badou Escobar du journal Le Carrefour, Amadou Diallo, journaliste analyste, Togola Hawa Semega de Kunafoni.com et Célia Dalmeda. Alors nous entamons un autre volet, le 3e sommet Sino-Afrique à Beijing en Chine pour asseoir une coopération mutuellement bénéfique tant sur le plan économique, politique que militaire, s'est tenu cette semaine. Alors, Badou, à votre avis, quel sera le profit du Mali dans ce sommet? Au-delà du Mali, c'est l'ensemble des États africains qui vont profiter de ce sommet. On veut se focaliser sur le cas spécifique ce que le Mali va en tirer. Non, le Mali va tirer beaucoup de profit. Lors de son premier quinquennat, le président, quand il a été à Chine, il est revenu avec beaucoup de promesses, des promesses d'une valeur d'à peu près 5 000 milliards de nos francs. Donc, ce qui a été une chose très importante. Au-delà de ça, il y a eu beaucoup de réalisations de la part de la partie chinoise qui prouvent que le peuple chinois vraiment est déterminé à nous aider. Et si vous prenez le Mali sur le plan des infrastructures, la plupart des infrastructures actuelles sont l'œuvre de la République populaire de Chine, ce qui est très important. Donc, ça veut dire que la coopération sino-malienne se porte à merveille. Hawa Semega. Oui, voilà. Je voudrais juste rappeler que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Et en particulier pour le cas du Mali, je pense qu'il y aura beaucoup de retombées positives, notamment la construction, les différentes constructions dont a parlé Pablo Escobar tout à l'heure. Pardon, notamment les ponts, les autoroutes, les logements sociaux, même si c'est vrai que quelque part certains partenaires, on va dire, sont un peu sous la défensive par rapport aux investissements chinois en Afrique, qui posent quelque part quelques questions, quelques questionnements. Est-ce que l'Afrique n'est pas trop en train de s'endetter, et particulièrement pour le Mali qui est un pays assez pauvre? L'autre profit que le Mali pourrait éventuellement recevoir, c'est peut-être l'investissement de la Chine sur le G5 Sahel. D'ailleurs, le président nigérien a demandé à ce que le président chinois participe au mois de décembre au prochain sommet qui doit se tenir en Mauritanie. Et il a demandé l'aide chinoise et j'espère que ça pourra apporter quelque chose de positif pour le combat au Mali. Okay. Célia, cette relation, est-ce qu'elle ne va pas beaucoup plus profiter à la Chine qu'au Mali? C'est mon avis. C'est mon avis, n'engage que moi, mais c'est mon avis. Parce que la Chine est dans une guerre de positionnement. La Chine est absolument dans une guerre de positionnement. Elle a commencé par le positionnement économique, elle a continué avec le positionnement politique et aujourd'hui elle est dans le positionnement militaire où on en a parlé avec le G5 Sahel. Donc la Chine veut se poser en grande puissance internationale qu'elle l'est aujourd'hui. Sur le terrain africain, la France-Afrique étant un peu fragilisée, les Américains avec Donald Trump étant en recul,
La Chine est là, le terrain vierge, en fait, pratiquement, pour s'imposer. Elle a eu les Africains par le départ. Quand je dis elle a eu, ce n'est pas négativement. Elle est rentrée par ce qui était le grand besoin, c'était les financements. La Chine a un système très simplifié de financement. On discute là, tout de suite, là... En un an, vous avez le décaissement, les taux sont extrêmement bas, les durées de remboursement sont très longues. Donc vraiment, de quoi attirer, nous les Africains, qui n'aimons pas sortir l'argent pour rembourser les dettes. Sur les histoires de gouvernance, ce n'est pas leur problème. Et donc, tous les Africains, nous nous sommes rués dedans. On parle beaucoup de dons, oui, c'est vrai, la Chine fait beaucoup de dons. Mais on sait que tous les États qui vont vers d'autres États défendent d'abord leurs intérêts. Pourquoi on nous fait des dons? Il faudrait peut-être creuser cette question. On parle beaucoup des investissements. Moi, mon souci est dans le fait que les investissements n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée sur le continent. Nous avons aujourd'hui, d'après les chiffres que j'ai lus ce matin, 10 000 entreprises environ, grosses entreprises chinoises. On ne parle pas des petits vendeurs de sandwichs ou de téléphones. 10 000 entreprises chinoises qui sont installées durablement sur le continent africain. Sur ces 10 000 entreprises chinoises, à peine dans 40% des membres de l'encadrement sont des Africains. C'est-à-dire que les Chinois viennent, ils dirigent, et les Africains ne servent qu'à des tâches subalternes, avec beaucoup de questions d'éthique qui sont posées. De nombreuses vidéos ont circulé de gens qui se font bastonner sur des chantiers au Gabon, etc. Donc il faut aussi que nos États se posent aussi un peu en regardant ce qu'il y a derrière. C'est bien, c'est positif pour nos pays, forcément, de recevoir un appui pour aller dans le sens du développement. Mais il faut aussi que nous soyons dans une situation de partenariat et pas dans une situation de quémander, comme malheureusement l'image, quelqu'un a partagé cette image sur Facebook qui a choqué tout le monde. C'était les officiels chinois d'un côté de la table, les officiels africains de l'autre côté de la table, les officiels chinois avec leurs dossiers, et les officiels africains les bras croisés en train de les regarder. L'image était vraiment parfaite pour dire nous venons avec des demandes et eux, ils ont leurs dossiers, ils ont leurs intérêts, ils savent ce pourquoi ils sont là. Et ça doit changer. Très bien. Alors, rapidement, une réaction de Badou. Oui, ce que j'aimerais dire rapidement, c'est que les relations entre la Chine et l'Afrique ne datent pas d'hier. Ça remonte à la conférence de Bandung en avril 1955. Et ce qui inquiète beaucoup sur le plan international, c'est l'attitude de la Chine. On parle de l'impérialisme rouge, on en parle de plus en plus. Et lors de ces derniers sommets, pratiquement tout le continent était représenté, sauf le Swaziland qui reconnaît encore Taïwan. Donc ça veut dire que la Chine est en train d'enregistrer une percée extraordinaire sur le continent. Et même sur le plan militaire, dernièrement on a vu la Chine, les forces spéciales navales chinoises s'associer à l'opération Atalante qui a été initiée par les Européens pour combattre la piraterie le long des côtes somaliennes. Au-delà de ça, la Chine maintient une présence militaire à Djibouti et il y a des contingents chinois au sein de la MINUSMA. Donc voilà des aspects qui sont en train de plus en plus, ça inquiète, ces aspects inquiètent de plus en plus les Occidentaux qui pensent que la Chine est en train de devenir une nation impérialiste. Bon, au-delà de ça, l'avantage c'est que cette attitude de la Chine est en train de bousculer d'autres puissances à venir vers l'Afrique. On a vu il n'y a pas longtemps le sommet Afrique-Inde, la conférence internationale de l'Afrique, la conférence internationale, la TICAT 2, la conférence internationale de Tokyo sur l'Afrique, la TICAT 2, etc., etc. Donc, cette attitude de la Chine est en train de pousser d'autres puissances, effectivement, à venir vers le continent. Mais est-ce que c'est un partenariat gagnant-gagnant? Beaucoup se posent cette question et je rejoins un peu Cécilia d'Almeida qui dit que ce partenariat ne profite pratiquement pas à l'Afrique puisque les Chinois viennent, ils investissent, mais il n'y a pas de transfert de technologie. Et les Chinois, à chaque fois que les Occidentaux viennent vers eux pour demander des marchés, non seulement les Occidentaux investissent, mais au-delà de ça, ils demandent un transfert de technologie, ce que les Africains ne font pas. D'accord, merci beaucoup. Amadou Diallo, rapidement, est-ce que ce partenariat ne va pas beaucoup plus profiter à la Chine qu'au Mali? Bon, permettez-moi de rire un peu. Vous savez, le pont barrage, le barrage de Markala, est construit sous la colonisation. Le Mali l'a hérité après la colonisation, mais c'est en dette que le Mali est en train de payer encore. On n'en parle pas.
ceux qui disent que la Chine est en train d'endetter l'Afrique ne parlent pas de ce qu'ils ont fait. Jusqu'à présent, si nous sommes dans cette situation, après 50 ans d'indépendance, c'est à cause des dettes imposées et héritées de la colonisation. Mais tout le monde fait bouche cousue. Maintenant, on parle de la Chine. Mais un pays, comme De Gaulle l'a dit, un pays n'a pas d'amis, un pays a des intérêts à chercher et à défendre. Alors, les Chinois ne viennent pas pour les beaux yeux des Africains, ou bien, ils ne vont pas en Europe ou aux États-Unis pour les beaux yeux de ces pays. Moi, j'ai parcouru une rue, une avenue à Washington, Chinatown. Dans cette avenue, des deux côtés, c'est des magasins chinois. Nous, on n'a pas pu parcourir, on n'a pas pu aller au bout. Et on a visité une grande surface à Maryland, produits chinois. Rien que des produits chinois. Bon, ils ne parlent pas de ça. S'ils viennent chez nous, pourquoi ça pose problème? Le Mali vient de signer 2 ou 3 accords en Chine. Lors de la visite du président, ils ont signé 3 accords avec Huawei et 2 autres. On va aller rapidement. Voilà. Donc, ça, c'est des trucs concrets. C'est des trucs concrets. Il y a l'usine sucrière de Markala et de Dougabou et de Seribala en 65. Ça, c'est concret. D'accord. Donc, moi, je pense que soyons positifs, regardons positif. Comme Paul Kagame l'a dit, les Chinois font des jaloux. C'est à nous, Africains, de comprendre que là où se trouve notre intérêt. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Donc, on va boucler ces chapitres. Le temps juste de dire 2 mots à propos de la rentrée scolaire. Alors que la rentrée scolaire est prévue dans moins d'1 mois, plusieurs écoles restent fermées au centre et au nord du pays. L'UNICEF estime que plus de 380 000 enfants sont déscolarisés au Mali dans les zones de conflit. À ces problèmes d'insécurité s'ajoutent les inondations qui continuent de faire beaucoup de sans-abri dans plusieurs localités. Ces ménages, pour la plupart, sont recasés dans des salles de classe. Alors, Célia, quelles sont les chances du Mali de réussir la rentrée prochaine? Bon, la rentrée va se faire, quel que soit. On a bien fait les élections, on va faire la rentrée. La rentrée va se faire. Maintenant, il va y avoir, comme vous l'avez dit, ces centaines de milliers d'enfants qui vont rester sur le côté de la route parce que les conditions sécuritaires ne permettent pas pour eux de faire cette rentrée. Les enseignants sont en train d'être enlevés, sont en train d'être assassinés, les écoles brûlées, voilà, il y a un contexte qui est là. Maintenant, peut-être l'idée serait de réfléchir sur comment arriver, même si les écoles ne sont pas là. On a vu ça dans d'autres pays en guerre, en Afghanistan. Les talibans refusaient que les enfants aillent à l'école, mais il y avait école. Donc peut-être réfléchir à des systèmes pour, en sous-main, en clandestin, en machin, continuer à maintenir les enfants dans un système d'éducation, même s'il n'est pas le formel, même s'il n'est pas complet, de sorte qu'ils ne soient pas complètement coupés de l'école et qu'on puisse les rattraper après quand la situation se normalisera. Ok. Awa Semega, rapidement, les chances du Mali de réussir cette rentrée? Ça va être très très difficile, mais il faut toujours tenter. Je pense que c'est pas impossible. Comme l'a dit Célia, dans d'autres pays de guerre, il y a plusieurs systèmes, mécanismes qui ont été mis en place. Donc je pense que le Mali devrait également s'inspirer de ça pour pouvoir donner la chance à tous les enfants d'être scolarisés. Merci. Merci beaucoup à Célia Dalmeda. Merci Togola Awa Semega. Merci à Amadou Diallo. Merci Badou Escoba. Alors nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce forum a été réalisé par la rédaction de Studio Tamani et mise en onde par Gagny Kanté. La régie vidéo était assurée par Mamadou Ouattara. Je suis Aliou Sidibé à la présentation et la coordination est assurée par Mouhamadou Touré. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.